Pour ouvrir cette série sur la psychologie, je voudrais vous parler d'un truc dont je ne suis pas tout à fait mécontent. J'ai inventé une parabole. D'abord, c'est quoi une parabole ? Bon, c'est soit une figure géométrique, soit une sorte d'antenne, soit un court récit sous lequel se cache un enseignement. Comme je ne suis ni géomètre ni ingénieur, vous l'avez compris, c'est la troisième définition qu'on va retenir. Je dis pas mécontent parce que je l'ai soumise à 2-3 personnes de mon entourage, dont des psychologues, et qu'elles l'ont trouvée plutôt éclairante. Certaines ont même réussi par la suite à l'appliquer, donc à s'en servir au quotidien. Bien sûr, ça ne dit rien de la validité scientifique de l'hypothèse qui soutient ma parabole. Mais enfin, même si j'ai osé utiliser ici dans le titre de la vidéo le terme de loi, surtout pour faire chic, je l'avoue, je ne prétends pas ici présenter des preuves de ce niveau de solidité. Tout ceci est donc à prendre comme une proposition, vous en faites ce que vous voulez. Cette parabole, je l'ai appelée « Le chien et la voiture ». Vous allez comprendre pourquoi. Ce soir, au Grand Action, rue des Écoles, le chien et la voiture. Avec un chien et vous-même. Dans une voiture, donc. Vous venez d'emménager dans la maison de vos rêves avec votre famille. Pour aller au boulot, vous avez acheté la voiture de vos rêves. Non, soyons réalistes, une voiture normale. Sur votre trajet quotidien, vous passez devant les maisons du voisinage. Quand vous arrivez à la hauteur de l'une d'elles, ça ne manque pas, un chien se précipite jusqu'au portail et aboie de toutes ses forces au passage de la voiture. Et ce, tous les matins. Si, au bout de quelques temps, vous commencez à sentir une forme d'usure qui se développe en agacement et qu'un jour, à bout, vous finissez par lâcher « Il va gueuler tous les matins, ce con de chien !» Vous êtes devenu le chien et il est devenu la voiture. Comment ça ? Eh bien, quand on passe devant la maison, on fait notre vie. On ne pense pas au chien. Mais lui, quand il nous voit arriver, il est concentré sur la voiture. Il nous perçoit comme une menace potentielle et veut nous dissuader de venir sur son territoire. Que se passe-t-il pour qu'on s'énerve ? Le bruit est une forme d'agression qui s'invite brutalement dans notre expérience et rompt sa tranquillité. En plus, au contraire de ce qui se passe dans le champ visuel, il est plus difficile de faire abstraction. On ne peut pas fermer les oreilles. C'est donc usant en un sens très simple. Ça demande de faire un effort cérébral pour repousser l'assaut. Ça fatigue. Parce que nous dépensons de l'énergie à gérer l'agression sonore, nous délaissons les parties de notre esprit dédiées à la prise de distance, à l'analyse dépassionnée. On oublie alors que le chien fait tout simplement son travail de chien, on s'est fait happer par le chien, on est, en quelque sorte, pris dans le monde du chien, dans sa perspective. Est-ce que ça marche dans d'autres situations ? Oui, bien sûr, sinon cette parabole ne servirait pas à grand-chose. En fait, je crois même que beaucoup d'interactions peuvent être éclairées ainsi. Imaginez que vous marchez tranquillement dans la rue. Vous croisez un de ces vieux ivrognes anglais qui envahissent nos villes. Et ça ne manque pas, ils vous insultent. On peut alors imaginer plusieurs réactions possibles. Option 1, vous continuez votre route, mais n'en pensez pas moins. Option 2, vous prenez la mouche et défendez votre honneur. Option 3, vous le prenez avec compassion et sérénité, parce que vous avez compris que ce torrent d'insultes ne s'adresse pas à vous personnellement. En fait, c'est tombé sur vous parce que vous passiez à ce moment-là, mais grosso modo, le vieil ivrogne anglais aurait gueulé sur n'importe qui à votre place. Ok, peut-être pas lui. C'est là 3 attitudes bien différentes. Et on pourrait imaginer être encore plus voiture. Ce serait tendre l'autre joue et aimer le vieil ivrogne anglais dans toute sa splendeur. Revenons dans votre quartier. Il se peut que votre voisin fasse une fête, et que le bruit vous dérange, ou qu'il jardine, ou fasse des travaux. Et il se peut qu'à volume sonore égal, l'expérience de la nuisance varie. Peut-être que c'est la fête qui vous énervera le plus, parce que vous n'avez pas d'amis, ou parce que vous devez vous lever spécialement tôt le lendemain. Ou, au contraire, peut-être que ça ne vous dérangera pas tellement, parce que vous êtes insomniaque de toute façon, vous ne vous endormez jamais avant 5 heures. Dans ce cas, c'est sans doute le moticulteur matinal qui vous rendra fou, en gâchant votre grasse matinée. Tout ça variera donc en fonction de votre vie, de vos habitudes, de votre caractère, de votre personnalité. Or, une personnalité, c'est multiple, et surtout, c'est rarement cohérent. Sans doute que si le bruit vient de chez vous, parce que vous avez embauché un jardinier ou un artisan, ou parce que votre conjoint ou conjointe fait des travaux, il vous paraîtra beaucoup moins gênant. Pourquoi ? Pourquoi, à volume égal, le bruit du voisin est-il davantage désagréable ? D'abord, on pourrait dire qu'on maîtrise moins le bruit du voisin. Par exemple, on ne sait pas combien de temps cela va durer. Et puis,
on ne connaît pas forcément la raison du bruit. Peut-être que nous sommes davantage capables de tolérer un bruit dont on trouve la cause légitime. Si l'on sait que c'est pour réparer la plomberie parce qu'il n'y a plus d'eau courante, ça semblera moins désagréable que si c'est pour se construire un aquarium à requins, par exemple. Ce qui m'intéresse ici, c'est qu'on ajoute une dimension symbolique au phénomène sonore pur. Et parfois, cette dimension devient personnelle. Elle nous touche profondément. En fait, au bruit, on ajoute l'insulte, ou, à minima, le manque de considération. Au fond de soi, notre inconscient rumine. Ce voisin ne pense pas à moi. Ma personne n'a pas été prise en compte. Et ça nous agresse aussi à un niveau primaire. Quelqu'un qui ne prend pas les autres en compte, c'est quelqu'un de menaçant pour le groupe, pour la communauté. C'est un mauvais coopérateur social. Quand deux amis ou deux collègues se disputent ou s'adressent plus ou moins violemment des reproches, on aurait intérêt à garder cet éclairage en tête. Si quelqu'un crie ou s'énerve, il y a de bonnes chances qu'il ou elle soit chien. Il ou elle en fait une affaire personnelle, et c'est précisément cette dimension-là, ce qui touche sa personne, qui est exprimée dans la colère. C'est ce qu'on pourrait appeler la loi de l'égocentrisme ordinaire. Grosso modo, les gens se préoccupent d'eux-mêmes avant tout. Autrui n'est jamais finalement qu'un prétexte. La voiture est un moyen pour le chien d'exprimer sa nature d'animal qui défend son territoire, et sans doute que les insultes du vieil ivrogne sont une manière pour lui de nous rappeler qu'il existe. Garder cela en tête, ce serait se rappeler que nous sommes très souvent un moyen pour l'autre, et rarement une fin en elle-même. Un moyen de recevoir de l'attention, de l'affection, du respect. Un moyen d'exercer son pouvoir parfois aussi. Bien sûr, ce n'est pas très agréable d'imaginer qu'autrui nous voit comme un outil, mais ça permet de mettre en perspective l'expérience de l'agression. Garder ça à l'esprit, ça permet aussi de distinguer la gêne pure de la gêne symbolique. La gêne pure, c'est ce qu'il y a d'irréductiblement désagréable dans le phénomène. Par exemple, on pourrait dire que c'est l'intervention brutale de l'ivrogne et la violence graphique des insultes qu'il profère. La gêne symbolique, elle intervient quand on se sent personnellement insulté, quand on ressent par exemple le sentiment d'humiliation, que ce soit par les insultes d'un ivrogne ou par une phrase perfide lancée par un collègue. Se sentir humilié par le regard d'autrui, par son jugement, c'est oublier cette tendance. C'est croire que dans l'insulte de l'ivrogne, il y a effectivement des informations qui nous concernent. Alors qu'il serait tentant, au contraire, d'affirmer que quand autrui nous juge, il en dit plus sur lui-même que sur nous. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas donner d'importance au jugement d'autrui. Le jugement d'autrui a une importance capitale quand il s'agit d'évaluer ma valeur sociale. Par exemple, je ne peux pas décider moi-même que je suis gentil. Seuls les autres peuvent le dire. Je dois donc faire attention au regard que les autres portent sur ce que je fais, sur ce que je produis pour la communauté. C'est seulement comme ça que je peux m'assurer que je suis un bon coopérateur social. En revanche, là où le regard d'autrui perd en pertinence, c'est quand il prétend définir mon identité en tant que personne. Ce jugement-là risque de n'être principalement que la projection de son propre esprit, son système de valeurs, ses croyances fondamentales sur le monde. Tout ceci est déjà bien difficile à appliquer dans les interactions sociales, mais il y a un domaine où c'est encore plus compliqué, et sans surprise, c'est soi-même. Il est difficile de ne pas faire de sa propre personne une affaire personnelle. D'une certaine façon, on peut même être égocentrique vis-à-vis de soi-même. Et c'est un peu le sens qu'on peut donner à la phrase super connue de Sartre. Je ne peux jamais m'observer moi-même sans que le regard de l'autre ne fasse irruption dans ce face-à-face impossible. Je reproduis alors les jugements d'autrui dans mon rapport à moi-même. En plus, on passe son temps à juger sa vie et à se juger soi-même. Et pas forcément de manière très juste. Mais le plus embêtant, c'est peut-être qu'on ne le fait pas trop vis-à-vis de ce qu'on doit ou devrait aux autres, mais plutôt vis-à-vis de ce qu'on se devrait à soi-même, de ce qu'on attend de sa propre vie. Mettons par exemple qu'on soit triste. Voilà, bien triste. On peut être chien, donc égoïste en quelque sorte, vis-à-vis de sa propre tristesse. Au lieu de comprendre qu'on ne choisit pas ses émotions, pas plus qu'on ne choisit le défilé des voitures devant chez soi, plutôt que de regarder le passage de la tristesse comme ce phénomène étranger et éphémère, comme l'expression de lois physiques, biologiques, qui nous dépassent et suivent leur cours, on fait le chien, et on prend la tristesse personnellement. On la regarde comme un ennemi interne, une erreur, quelque chose à refuser, voire à combattre. Pour conclure, on pourrait dire ceci. Prendre du recul et se détacher de ses sentiments permet de voir plus clair en eux et de comprendre que, tout comme les pensées, ils ne sont ni moraux ni immoraux. Ce sont des phénomènes naturels
au même titre que la flétrissure d'une feuille d'arbre ou qu'une vague dans l'océan. En revanche, ce sont donc nos actions qui peuvent être morales ou immorales. Et c'est de cela qu'il faut se préoccuper. Cette parabole n'est pas une excuse pour mettre le son à fond et penser que c'est à votre voisin de ne pas faire le chien. Rappelez-vous, il reste la gêne pure, et de cela, il peut se plaindre légitimement. Rappelez-vous, puisque ça peut être pratique, que distinguer la gêne pure de la gêne symbolique permet de réduire les nuisances. Pour finir, 2 vraies citations, authentiques cette fois. J'espère que ça vous a plu. Sinon, j'essaierai de faire mieux la prochaine fois. Salut!